Pakunda. Les personnages et le décor. Pakunda, Koukouche, Belta, Tariri, Jack. Dans la forêt d'Amazonie, en Amérique du Sud. Loin, très loin d'ici, au milieu de l'immense Amazonie, vit un garçon givaro, aussi gai que l'oiseau totem, aussi agile et futé que le jaguar. Qui est-il? Quel est son nom? À ces questions, il répond fièrement. Je suis Pakunda, le fils aîné du grand Koukouche. Koukouche est le chef de plusieurs clans givaro. Il est aimé et respecté des siens. Il est riche aussi, et nourrit sans peine ses 4 femmes et ses 15 enfants. D'habitude, sa maison, une grande case au toit de chaume, est active et bruyante comme une ruche. Les petits jouent, les femmes tissent, cuisinent, fabriquent des pots d'argile. Pakunda les aide quand il n'est pas au champ ni à la chasse avec son père. Mais aujourd'hui, tout est différent. Rien ne va plus dans la case de Koukouche. L'une de ses femmes est malade. Et c'est Belta, la plus jeune, sa préférée. Belta est couchée sur sa banquette de bois, sa taruma. Elle est toute brûlante de fièvre et elle tousse, elle tousse. Pakunda se tient silencieux dans un coin. Il songe. Que faire pour chasser le mal de Belta, pour que tout redevienne comme avant dans la case? Koukouche est assis sur sa chaise de chef, au centre de la case. Il n'en bouge presque pas de la journée. Ses autres femmes n'en finissent pas de se lamenter. À tour de rôle, elles confectionnent toutes sortes de potions dans l'espoir de guérir la malade. Mais rien n'y fait. Enfin, l'une d'elles s'approche de Koukouche et lui dit « Nous ne pourrons pas guérir Belta nous-mêmes. Il faut aller chercher le sorcier Tariri. » C'est la mère de Pakunda qui a parlé ainsi. Elle est la plus vieille des femmes qui vivent dans la case. Elle a 35 ans et tous la respectent beaucoup. Koukouche sait qu'elle a raison, mais il répond « Comment pourrais-je aller chercher le sorcier Tariri? Il habite à 2 jours de marche de chez nous. » Koukouche ne peut pas s'absenter si longtemps. Un clan ennemi pourrait profiter de son départ pour venir attaquer la case. Il doit veiller à la sécurité de ses femmes et de ses enfants. Pakunda comprend très bien tout ça. Il n'hésite pas une seconde et il dit à son père « C'est moi qui irai chercher le sorcier Tariri. » Koukouche fait d'abord la sourde oreille, mais il n'y a pas d'autre solution, et il finit par accepter. « C'est bon, tu iras, mais ton voyage sera difficile. Tu devras passer près de la case hantée, traverser la forêt des arbres géants et franchir le fleuve. Tu devras aussi chasser et tuer un animal que tu offriras au sorcier en signe d'amitié. » Pakunda écoute attentivement les conseils de son père. Il décide de partir le lendemain, à l'aube. Le lendemain, au premier bruit, Pakunda s'éveille. Il fait encore sombre, mais déjà une femme est levée. Au milieu de la case, elle ravive la flamme du foyer. Puis elle prépare l'ouayusa, la tisane vomitive que l'on prend chaque matin pour se laver l'estomac. « Je n'ai pas le temps d'attendre ma part, » se dit Pakunda, et il saute vivement de sa taruma. Il s'enroule dans son pagne, saisit sa sarbacane et se glisse dehors. Quand on l'appelle pour la tisane, il est déjà loin. Les premières lueurs de l'aube éclairent sa silhouette qui disparaît là-bas dans la forêt. Pakunda marche vite. Ses pieds nus semblent à peine toucher le sol. Parfois, il ralentit son allure et cherche des traces d'animaux. Il les trouve et les suit. Elles lui indiquent le bon chemin. Parfois aussi, il lève la tête et regarde le ciel. Koukouche a dit « Quand le soleil sera tout en haut, tu arriveras près de la case hantée. » Le soleil monte, monte. C'est l'heure. Pakunda aperçoit au loin la case maudite. Il s'en approche et se cache derrière un arbre pour l'observer. Elle est déserte. Sa porte est grande ouverte. Ses fenêtres semblent regarder Pakunda droit dans les yeux. Le cœur du garçon bat très fort. Il se répète tout bas « Je n'ai pas peur. Je ne veux pas avoir peur. » Mais en même temps, il pense à ce qu'on raconte chez lui. Autrefois, un bandit givaro habitait là. Il a été tué. Son corps n'est plus dans la case, mais son esprit méchant y est resté. Il appelle les voyageurs et les entraîne dans la mort. Pakunda hésite. Pourtant, il faut bien qu'il passe de l'autre côté de cette case pour aller chez le sorcier. Courageusement, à 4 pattes, à moitié caché dans les grandes herbes, Pakunda se décide à avancer. De temps en temps, il s'arrête.
Il écoute. Rien. Il continue. Soudain, il sursaute. La porte de la case a grincé. Il croit entendre une voix qui murmure « Pacunda, Pacunda, viens !» Pacunda se bouche les oreilles pour ne plus rien entendre. Il se dresse d'un bond et court à toutes jambes. Il court jusqu'à en perdre le souffle. Il s'arrête enfin et se jette sur le sol épuisé. La case est loin derrière lui. Il écoute encore une fois, mais il n'entend plus rien que le frémissement des feuilles dans le vent. Un petit oiseau perché sur une branche le regarde en hochant la tête. Pacunda éclate de rire. Il fait un clin d'œil à l'oiseau et reprend sa route en sifflotant. Devant lui commence la forêt des arbres géants. « Que c'est grand !» s'écrie Pacunda. Ici, les arbres sont les plus hauts qu'il ait jamais vus. Et il pense, ils mesurent plus que 30 ou peut-être 40 garçons comme moi. Mais il ne s'agit pas de flâner dans cette forêt-là. C'est le royaume des serpents, des fourmis rouges, des jaguars. Il faut être prudent. Maintenant, Pacunda marche en faisant le plus de bruit possible pour éloigner les serpents. Il glisse dans un creux. Il tend la main vers une souche d'arbre pour se rattraper. Mais avant, il jette un coup d'œil pour voir où il pose les doigts. Pas de fourmis rouges? Ça va. De temps à autre, il interroge du regard le petit oiseau de tout à l'heure, qui semble avoir décidé de l'accompagner. L'oiseau chante et volette. Pacunda sait que cela veut dire « Tu n'as rien à craindre. Le jaguar rôde, mais il est loin d'ici. » Les heures passent. Et bientôt le garçon sent son estomac qu'il tiraille. Il a faim. Il cherche quelques fruits bons à manger. Il trouve d'abord des coconas bien mûrs et rafraîchissants. Puis, il pousse un cri de joie. « D'Épiphaios !» Pacunda grimpe vivement tout en haut d'un palmier. Il cueille les fruits bruns et il en mange autant qu'il peut. Ces Épiphaios seront l'unique repas de sa journée. Après s'être un peu reposé, Pacunda se sent plein de force. Il prend sa sarbacane. C'est le moment de chasser si je veux apporter une bonne prise au sorcier. Il glisse dans le tube de bois une flèche courte et fine. Elle est empoisonnée au curare, un poison très violent. Un animal percé d'une flèche comme celle-là est aussitôt paralysé. Il meurt immédiatement ou après quelques instants, selon sa taille. Pacunda est à l'affût derrière un tronc d'arbre. Il attend. Il est tout seul maintenant. L'oiseau l'a abandonné. La forêt est silencieuse. Pacunda pense. La forêt sait qu'il y a un chasseur, elle se méfie. Soudain un bruit. Des feuilles remuent et Pacunda devine qu'une bête passe en courant. C'est un jeune tapir. Le garçon souffle dans sa sarbacane, la flèche part. Il écoute. Encore un léger bruit. Puis plus rien. Le petit tapir est mort. Pacunda court le ramasser. Il le ficelle à l'aide du lacet qu'il porte autour de ses cheveux et l'accroche dans son dos. Il reprend sa route. Le tapir est lourd. Pacunda marche moins vite, mais il ne s'arrête qu'à la nuit tombée. Où va-t-il dormir? Pacunda trouve enfin l'endroit idéal. Il grimpe dans un arbre et se blottit entre deux branches et le tronc. Tout en s'endormant, il écoute le bruit du fleuve, qui coule tout près de là. La pluie réveille Pacunda. Il charge en hâte le tapir sur son dos et descend de l'arbre. Ses pieds s'enfoncent dans la boue, son pagne est trempé et ses cheveux dégoulinent d'eau. L'averse cesse au moment où il atteint la rive du fleuve. Là, le garçon se laisse tomber sur une grosse pierre. Il est découragé. Le fleuve est bien plus large qu'il ne l'imaginait. Pacunda soupire. Il cherche une solution. Traverser à la nage? Oui, mais... Et les crocodiles? Et les piranhas, ces terribles poissons carnivores? Tout à coup, une petite boule de poil, un cabiai sans doute, s'élance dans l'eau. Pacunda suit des yeux le museau qui dépasse. L'animal va-t-il être attaqué? Non, il est déjà au milieu du fleuve. Il nage de toutes ses forces très vite et hop, il grimpe sur l'autre rive et secoue son poil mouillé. Pacunda pense aussitôt. S'il a traversé, c'est qu'il n'y a pas de danger, je peux en faire autant. Le garçon éclate de rire et il se jette à l'eau. Il nage d'un bras. De l'autre, il maintient le tapir sur son dos. L'animal est lourd et le courant le tire. Pacunda a envie de le lâcher, mais il est presque arrivé, ce serait trop bête. Encore un effort, et il tend son bras libre pour agripper un rocher. Victoire, il est sur l'autre rive. Il aperçoit la case du sorcier en haut d'une colline. Un sentier caillouteux et raide le conduit jusque-là. Il arrive enfin, essoufflé, mais heureux. Dans la case, des enfants jouent. 2 femmes cuisinent, un homme se repose. Pacunda reconnaît Tariri, le sorcier.
Il a très envie de lui dire tout de suite pourquoi il est venu, mais il doit se montrer poli. Il s'assied donc sur une tarouma, et en silence, il mange le repas qu'une femme lui apporte. Lorsqu'il a terminé, Tariri lui demande les raisons de sa visite. « C'est mon père, Koukouche, qui m'envoie te chercher. Belta est malade, tu dois venir la soigner. » Tariri se méfie. Koukouche et lui n'ont pas toujours été bons amis. « Qui me prouve que ton père ne veut pas m'attirer dans un piège ?»« Moi, répond Pakunda, je t'ai apporté ceci en gage d'amitié. » Et fièrement, il tend le tapir tué la veille. Tariri est satisfait. « Eh bien, nous partirons demain, à la première heure. » Le voyage de retour semble plus facile à Pakunda. Il marche, le cœur content, fier d'avoir accompli sa mission. Un jour passe et une nuit. Ils arrivent sur le territoire de Koukouche. Quand ils ne sont plus qu'à quelques pas de la case, Tariri s'arrête. Il pose sa sarbacane et siffle dans ses mains cette mélodie. Ouiou, douloulouiou. C'est le signal de la paix. De la case, Koukouche répond en sifflant de la même façon. Tariri avance. Il entre dans la case, où tout le monde l'attend. « Viens, dit Koukouche. Belta est encore plus faible que lorsque Pakunda est parti. » C'est vrai. Elle a maigri, elle délire, elle prononce des paroles qui n'ont pas de sens. Et une toux horrible la secoue. Tariri la regarde. Il hoche la tête et dit gravement. « Cette femme est habitée par les esprits du mal. Il faut les chasser, je le ferai cette nuit. » Se penchant vers la malade, il ajoute d'une voix très douce. « Je te guérirai, tu verras. » Belta l'entend, et déjà elle semble aller mieux. C'est comme si la présence du sorcier la rassurait. Pakunda voit aussi que son père a l'air moins soucieux. Il voit que les femmes et les enfants ont cessé de pleurer. Tous se mettent à préparer la veillée du sorcier. Une femme sort les vêtements de fête de Koukouche. Elle le coiffe et lui met ses colliers. Elle lui peint le visage. Un fils de Koukouche roule des cigarettes de tabac vert. Tariri en fumera tout au long de la nuit. En attendant, il prépare une drogue qu'il doit boire avant de soigner sa malade. Pakunda s'approche et le regarde faire avec curiosité. Le sorcier lui explique. « C'est de l'ayahuasca. Ce soir, grâce à cette drogue, je verrai Belta entourée d'un anneau de lumière. En voyant les couleurs de cet anneau, je saurai quelle est sa maladie. » Il fait nuit quand tout le monde se réunit dans la case autour de Belta. Les flammes du feu éclairent à peine les visages. Dans la chaleur tiède, on entend siffler des insectes. Tariri chante, et tout d'abord il applique des herbes qui sentent très fort sur le cou et le front de Belta. On attend longtemps, et comme Belta tousse toujours, Tariri s'adresse aux mauvais esprits. Il leur crie « Esprit du mal, allez-vous-en » Il se penche sur le cou de la malade. Il suce. Il dit qu'ainsi il aspire les mauvais esprits. Ensuite il les recrache et envoie très loin ses crachats. Il est très tard lorsque Tariri, épuisé, abandonne sa malade. Il se couche sur une tarouma et s'endort. Cette nuit-là, Pakunda n'arrive pas à s'endormir. Il entend Belta tousser comme si sa poitrine allait se déchirer. Et il pense « Peut-être que le sorcier Tariri ne sait pas guérir cette étrange maladie. » Enfin, il prend une grande décision. « Demain, j'irai à cette école où nous allons parfois, ma sœur Milka et moi. Je demanderai conseil à Jack, l'instituteur. Il m'aidera sûrement. » Jack est étonné de voir arriver Pakunda de si bonne heure le lendemain. Le garçon lui raconte la maladie de Belta. Il dit que Tariri n'a pas réussi à la guérir, et il ajoute « J'ai peur, Jack, parce qu'un jour des jivaros se sont mis à tousser comme Belta, et ils sont morts. » Jack réfléchit et parle à son tour. « Belta a sûrement la grippe. Cette maladie n'est pas grave, mais c'est une maladie apportée par les Blancs qui doit être soignée avec un médicament de Blanc. » Jack s'éloigne et revient avec une petite boîte jaune. Il hésite un instant avant de la donner à Pakunda. Il sait que ni Koukouche ni Belta n'accepteront un médicament venant des Blancs, surtout en présence du sorcier. Aussi il dit à Pakunda « Tu mettras ces comprimés en cachette dans les boissons de Belta. Sois prudent, car si Tariri te voyait, sa colère serait terrible. » Pakunda retourne chez lui en serrant dans sa main la petite boîte. Avant d'entrer, il prend un comprimé et cache la boîte au pied d'un arbre sous une grosse racine. C'est le silence dans la case. Tariri vient de se lever. Une fillette a préparé une tisane pour la malade. « Donne, lui dit Pakunda, je vais l'apporter moi-même à Belta. » Il jette le comprimé dans le bol et le laisse fondre. Tariri n'a rien vu. Belta boit la tisane sans dire un mot. Pakunda recommence ainsi chaque jour, et chaque nuit, Tariri reprend ses séances. Le sorcier est content de lui car plus le temps passe, plus la santé de Belta s'améliore. Un beau matin, elle se lève. Elle est guérie. Alors tout redevient comme avant dans la case. Les enfants gambadent devant la porte, la mère de Pakunda s'installe au métier à tisser.
Les autres femmes préparent le repas. Elles vont récolter le manioc, une sorte de grosse pomme de terre. Elles le lavent, elles le font cuire, puis elles le mâchent et le recrachent pour en faire une purée, le massato. Chaque femme fait sa purée, et pour la première fois, depuis longtemps, Belta fait la sienne. Pakunda la regarde. Il est heureux. Le lendemain, c'est le départ de Tariri. On lui offre des cadeaux, une peau de jaguar, un pagne, des colliers. Koukouche l'accompagne jusqu'à la lisière de la forêt. Pakunda pousse un soupir de soulagement. Il est parti. Il n'a pas vu que je donnais les comprimés à Belta. Mais une chose le tracasse encore. Qui a vraiment guéri Belta? Est-ce le sorcier? Est-ce le médicament? La tête dans les mains, Pakunda réfléchit. Koukouche, qui revient vers la case, s'approche de lui. Il lui passe un collier autour du cou et dit « C'est toi, mon fils, qui as sauvé Belta en allant chercher le sorcier. Ceci est ton cadeau. » Le collier est orné d'une mâchoire de piranha. C'est un porte-bonheur. Pakunda sourit en le caressant du bout des doigts.